qui regardons beaucoup de mangas, je suis sûre que vous avez déjà remarqué pour certains que certains éléments de l'intrigue servaient beaucoup plus tard dans l'œuvre. C'est ce qu'on appelle du foreshadowing et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup de mangaka laissent des indices sur la suite de leur histoire en tant que foreshadowing pour nous montrer la ligne à suivre. Certains le font pour montrer que quelque chose sera important pour la suite et d'autres le montrent bien au début de l'œuvre pour montrer qu'ils ont très bien le sujet en main et que forcément ils savaient comment ça allait s'unir depuis le début. Donc bien sûr je fais un petit trigger warning, mais c'est pas un trigger warning, attention, bien sûr on va parler de foreshadowing, donc si vous n'avez pas vu les mangas dont je vais parler, je vous invite à aller voir une autre vidéo, parce que là on va spoiler mais bien sévère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur ce qu'est un foreshadowing, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le foreshadowing c'est un procédé qui existe pas seulement dans les mangas, le foreshadowing existe dans toute œuvre, que ce soit un livre, un peu plus difficile avec un livre, mais un livre, un film, une série ou bien sûr un manga. Donc nous on va se concentrer sur les mangas, mais le principe est le même pour tous. Le foreshadowing se présente sous plusieurs formes, que ce soit des paroles, un personnage, quelque chose de cité ou bien un objet. Le foreshadowing est des fois très très discret et il faut vraiment le remarquer ou regarder l'œuvre pour la deuxième ou troisième fois pour enfin remarquer ce foreshadowing. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, dont certains dont je vais vous parler, ça m'est déjà arrivé. Et vraiment, c'est des fois des trucs petits et légers qui nous montrent soit ce qui va se passer à la fin de l'œuvre, ou soit un objet ou un indice important pour la suite. Clairement, j'adore ce procédé, parce que si tu fais pas attention, tu le vois pas. Ou alors, tu te dis « Oh, c'est bizarre !» mais tu relèves pas forcément. Et genre, si tu fais bien attention, que t'es bien pointilleux sur le sujet, tu vas forcément le voir et tu vas avoir cette petite fierté en te disant « Ah je l'ai remarqué, oh c'est c'est quelque chose qui va servir pour la suite, oh je suis trop forte ». Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, j'adore ce sentiment de me dire « J'ai trouvé quelque chose » et ça va être « Je suis sûre dans la suite ». Le premier manga dont je vais parler a plusieurs foreshadowing et d'ailleurs je pense le plus connu sur le sujet parce que je vais bien sûr parler de SNK. Autant vous dire qu'il y a plusieurs foreshadowing que je n'ai pas remarqué, il y en a certains j'ai vraiment des trucs devant les yeux pour pas les avoir vus. Quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, je me suis dit mais comment t'as pas pu voir ça? Vraiment, genre c'est aberrant, genre c'est sous tes yeux, pourquoi? L'épisode 3 de la toute première saison, Eren ne parvient pas à rester stable avec son kit tridimensionnel. Après de multiples essais, il se blesse, notamment à la tête. Lors du dîner le soir, il apparaît avec un bandage autour du crâne. Regardez-moi ça! Regardez la fumée sortir de sa tête! Vraiment, comment j'ai pas pu la voir? Bon, après, je vais vous dire, j'ai pas regardé SNK une deuxième fois, mais comment j'ai pas pu voir ça? Surtout quand on trouve ça ridicule, parce que on peut se dire que y a la tête qui fume parce que il réfléchit trop. Non, c'est un indice sur la suite. Vous savez très bien de quoi je parle si vous avez vu SNK. Parce que, tout simplement, qu'est-ce que devient Eren après? Un bordel de titan. C'est un titan, et les titans ont le pouvoir de se régénérer. Donc à ce moment-là, quand il s'est blessé, c'est déjà son pouvoir de titan qui faisait son boulot. Genre c'était en train de lui régénérer les neurones. Les miens par contre ils se sont pas régénérés, vraiment pas. Un autre foreshadowing, aussi énorme soit-il que très rapide, se trouve dans le deuxième opening de la saison 3. Une image subliminale d'Armin est perceptible. Tout d'abord, le visage du titan colossal apparaît. Celui d'Armin intervient ensuite, avant d'enchaîner très rapidement avec une image d'un jeune homme carbonisé. Or, logiquement, si vous avez vu la même chose que moi, on sait tous ce qui se passe avec Armin, arrivé à un moment. Hein, il finit en steak. Vraiment, il finit en grillé, à point, vraiment. Si vous vous souvenez bien, il frotte la mort à cause du colossal qui dégage une forte chaleur. C'est par ailleurs ce titan qu'il va finir par devenir par la suite. Ce n'est donc pas anodin que ce soit le titan colossal qui apparaisse juste avant le visage d'Armin. Vous voyez ce que je veux... Voilà. Et il y a beaucoup d'autres foreshadowing. Par exemple, à un moment, Angie, oui je crois que c'est ça, a un de ses verres de lunettes qui se brise, comme par hasard, c'est l'œil qu'elle va finir par perdre. Parlons ensuite des foreshadowing de Emacha. Imacha, c'est mon manga chouchou, donc genre,
Il y en a certains, genre j'ai même imaginé certains foreshadowing, mais il y en a qui sont beaucoup plus intéressants à voir. Le premier, celui qui concerne Yujiko, ou si vous préférez, le médecin de Deku. Ou encore, si vous préférez, le sosie du Dr Eggman dans Sonic. Ça m'a toujours turlupiné, hein. En commentaire, dites-moi, mais pour moi, dès que je l'ai vu, j'ai vu le Dr Eggman dans Sonic. Le foreshadowing le concernant n'est pas qu'il ressemble au Dr Eggman, mais quelque chose de bien plus sombre. Ce dernier n'est tout simplement pas seulement un médecin, mais aussi un scientifique à la solde de All for One. Mais chose encore plus horrible, c'est que ce dernier travaille sur le projet des Nomu et que son petit-fils ferait partie de ses expériences. Car Tsubasa, le garçon avec les ailes qui fait partie de l'enfance de Deku, serait son petit-fils. Mais aussi une des expériences, enfin, un des cobayes dont il s'est servi pour ses expériences sur les Nomu. Tsubasa serait d'ailleurs le Nomu volant que l'on aperçoit dans l'arc de Stain. Et je trouve ça horrible, tu te sers pas de ton petit-fils comme expérience, comme cobaye. C'est horrible. Chose qui appuie la théorie, c'est que, tout simplement, le docteur a créé plusieurs orphelinats, plusieurs hôpitaux et plusieurs maisons de retraite. Donc on se dit que c'est hyper gentil pour un médecin, mais en fait le gars il se sert juste de tout ça pour récolter des haltères pour les injecter dans ses Nomu. C'est horrible. Il sert autant des personnes âgées que des enfants que des malades. Super. Le deuxième foreshadowing, il est tout aussi incroyable parce que clairement c'était sous les yeux depuis le début. C'est le traître de Yue. On a longtemps, la communauté Masha, déblatéré sur qui pouvait être le traître de Yue. Et tout le monde y est passé. Vraiment tout le monde. Et en fait, le coupable était sous nos yeux depuis le début. Aoyama. Bon, c'est un secret pour personne, sinon je vous ai dit, les spoils, il va y en avoir dans cette vidéo. Aoyama. Il est louche depuis le début, en fait. Il est louche depuis le début. Pendant l'arc des examens finaux, Aoyama est en équipe avec Uraraka pour combattre contre numéro 13. Alors que Uraraka réfléchit à un plan, Aoyama souligne qu'elle pense probablement à ce que Deku ferait et l'interpelle à propos de son béguin pour Deku. Donc déjà on se dit c'est pas du tout le moment, parce que bien sûr ça distrait Ochako, cette dernière lâche sa prise, risque de se blesser mortellement, et genre sur le coup on peut se dire c'est juste un gros boulet à Aoyama. Mais quand on y repense, il avait tous les bienfaits du monde pour sa cause à lui, que Uraraka soit blessé, voire plus. Donc on se dit... Sur le coup, j'ai pas relevé, parce que Aoyama, c'est pas un des personnages principaux, il fait partie de la classe, mais c'est pas un des personnages principaux. Donc on se dit, oui, voilà, c'était un moment en plus, c'est vraiment un moment pour meubler, donc moi j'ai pas fait plus gaffe que ça. Autre fait, c'est que lors du camp d'entraînement avec les Wild Pussycats, toute la classe est présente pour s'entraîner, tout ça. Il se passe un autre truc, c'est que la Ligue des Vilains attaque. Dabi fout le bordel partout, il déglingue tout le monde. Et c'est vrai que ce moment-là, j'ai percuté et j'ai trouvé ça louche. C'est qu'à un moment, Dabi regarde dans les buissons, voit Aoyama, genre, comme ça, genre, littéralement se liquéfier. Il le regarde, il a une petite mimique et il s'en va. Genre il entend terrasser tout le monde et là il le voit lui, pourquoi? Genre il a pitié. Dabi avoir pitié de quelqu'un. Donc j'ai vraiment trouvé ça bizarre. Mais j'ai pas plus relevé que ça, je me dis ok c'est bizarre, pourquoi il nous montre ça? Mais en fait, quand on sait qu'Aoyama est le traître, en fait Dabi si ça se trouve il avait les ordres de lui l'épargner, de ne rien lui faire, donc il pouvait rien lui faire à part genre lui coller une frousse, mais une frousse énorme. Donc il a fait un petit sourire en mode oh, je sais quitter et puis hop, t'es parti. Sauf que nous on savait pas qui c'était. Il y a aussi le moment dans je sais plus quel épisode où Aoyama genre mais stalk Deku. Quand il est collé à sa fenêtre là quand Deku dort, on s'est dit en fait il nous présente juste le personnage comme quelqu'un de méga louche. Tu m'étonnes qu'il est méga louche, c'est le traître de Yue. Il y a plein d'autres moments où en fait on voit que Aoyama est le traître. C'est sous nos yeux depuis vraiment le début. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres moments où Aoyama est genre foreshadowing de c'est le traître. Dites-moi le en commentaire si vous les avez vus, comme ça genre on verra genre à quel point Aoyama genre c'était sous nos yeux depuis le début et on est juste aveugle. Dans Bleach, il y a aussi plusieurs foreshadowing. Et ça c'est pareil, Bleach a une petite place dans mon cœur parce que c'est mon premier manga.
Et il y a plusieurs foreshadowing, mais à ce moment-là, je m'occupais pas de ce qu'était un foreshadowing, donc quand j'ai été faire mes recherches, j'ai fait, mais en vrai c'est méga vrai, genre, il y a plein de foreshadowing. Le premier, il a lieu lors de l'Arc Soul Society. Byakuya et Ukitake sont tous les deux frappés par la ressemblance entre Ichigo et le défunt Kaien Shiba, ancien membre de la division d'Ukitake. Et c'est vrai, et j'ai toujours trouvé ça drôle quand j'ai regardé Bleach, tu prends Ichigo, tu prends Kaien, le gars il a juste la couleur de cheveux qui change. Ah, c'est pas pour rien, puisque une centaine de chapitres plus tard, on apprend que Ichigo c'est le cousin germain de de Kaien Shiba, parce que Ishin était en fait, quand il était à la Soul Society, un Shiba. Donc Kaien et Ichigo sont cousins. Mais bon, excuse-moi, des cousins ça se ressemble autant. Ishin, avoue quelque chose là. Clairement ils sont plus que cousins, c'est pas possible. Dans le même arc, on a aussi un foreshadowing concernant Byakuya et Rukia. Parce que Byakuya, en voyant que Rukia s'inquiète pour Ichigo, tout ça, dit qu'il comprend ce que c'est en fait de perdre quelqu'un qui ressemble à la personne qu'il aime, qu'il veut protéger. Et sur le moment, on comprend pas trop, parce que Byakuya en plus il nous apparaît comme quelqu'un de froid, de sans sentiment, tout ça. Donc on se dit pourquoi genre il dit ça à Rukia. À la fin de l'arc, on apprend tout simplement que Rukia en fait est la sœur de Isana, la défunte épouse de Byakuya, qui lui a fait promettre sur son lit de mort de protéger Rukia. Donc voilà, hein, notre foreshadowing. Moi maintenant c'est ancré dans ma tête, donc je pense plus que c'est un foreshadowing, mais genre sur le moment c'en était un énorme. Un autre truc énorme aussi, c'est... on sait tous que Ichigo est issu d'un mélange chelou de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on se doutait à partir déjà du tome 6 que Ichigo avait des natures de Quincy? Oui. On nous explique que les Shinigami utilisent leur énergie qu'ils envoient dans le Zanpakuto pour combattre. Et que les Quincy, eux, absorbent les mauvaises énergies qu'ils relâchent au combat. Après cela, Oryu se rend compte que Ichigo utilise lui aussi de la mauvaise énergie qu'il a absorbée vu qu'il n'en produit pas. On apprendra donc au tome 60 que Ichigo est un Quincy, enfin a du sang de Quincy du côté de sa mère. Autre foreshadowing qui a lieu tout au long de l'œuvre, c'est son Zanpakuto à Ichigo. Quand Zangetsu donne son nom pour la première fois, il est taché d'encre sur la page du tome. Et aussi c'est bizarre, pourquoi on ne veut pas nous donner le nom du Zanpakuto de Ichigo? Et c'est pour une simple et bonne raison, car à ce moment-là, son Zanpakuto ne voulait pas donner un faux nom et voulait donner son vrai nom, qui est Iwatch. Si vous êtes à jour dans Bleach, vous savez qui est Iwatch. Donc il voulait dire Iwatch au lieu de Zangetsu pour que Ichigo combatte avec ses pouvoirs de Quincy. Mais Ichibei, pareil, vous savez qui est Ichibei, l'empêche de faire ça. Mais et donc Zangetsu apparaîtra pour que Ichigo puisse quand même utiliser ses pouvoirs. C'est Kubo lui-même qui a confirmé que c'était prévu depuis le début dans le Club Outside. Donc tout ça est révélé au tome 7. Enfin, est teasé au tome 7 et révélé au tome 61-62. On voit la longueur du truc quoi. C'est teasé au début de Bleach et c'est révélé à la fin. Fairy Tail a aussi son lot énorme de foreshadowing. Vraiment, si je devais tous les teaser, on n'aurait pas fini. Allant du plus petit foreshadowing qui sert à rien, au plus gros foreshadowing énorme. Et autant vous dire que là, je fais découvrir Fairy Tail à mon petit frère. Et je les vois. Oh, je les vois. J'ai beau être concentrée sur autre chose, je les entends, je les vois. L'intrigue principale, au début de Fairy Tail, c'est Natsu qui cherche Ignir, son dragon. Vous savez où il est. Et je peux pas m'empêcher de me le dire à chaque fois qu'il y a un foreshadowing concernant où se trouvent les dragons, de me dire mais putain, mais en fait c'était sous nos yeux depuis le début, puisqu'on sait tous que les dragons sont à l'intérieur des chasseurs de dragons pour les protéger, pour se protéger et sortir quand ils auront besoin donc à l'arc Tartaros. Mais il y a eu du foreshadowing tout le long de Fairy Tail. Tout le long de Fairy Tail. Chose la plus énorme, et je pense que beaucoup vont venir là-dessus, et c'est tellement mais
ahurissant quand on le regarde pour la deuxième fois, lors de l'arc de la bataille de Fairy Tail, quand Luxus fait se combattre tout le monde. À un moment, il enferme certains mages pour que la bataille se finisse pas trop vite, dont Makarov. S'il savait que s'il se battait contre Makarov, il allait perdre. Donc il a demandé à Fried de mettre une rune autour de la guilde pour empêcher certaines personnes avec des conditions de sortir. L'une de ces conditions était que les personnes de plus de 60 ans ne pouvaient pas sortir. Donc là vous allez me dire ok, donc Makarov ça le bloque. Sauf que quand Natsu se réveille, et Gajil aussi, bah, ils vont vouloir sortir. Sauf que quand il court vers la sortie qui est ouverte, il se prend le mur de runes. Sauf qu'on se dit, Natsu il a, allez, 18, 19 ans. Pourquoi il est bloqué ? Bah, tout simplement, quand on le sait, donc quand on le regarde pour la deuxième fois, on sait que Ignir est à l'intérieur de lui, et que Ignir, c'est un dragon, donc il a vécu plus de 400 ans. Donc, on se dit que, ok, Natsu et Gajil ont été bloqués parce que leur dragon était à l'intérieur d'eux, et que c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas sortir. Je pense que Wendy aurait été là à ce moment-là, ça aurait été pareil, elle aurait été bloquée. Et là, on se serait vraiment posé des questions sur qu'est-ce qui se passe là. Parce que Wendy, elle a 12 ans. Autre chose hyper importante qui est teasée depuis le début, c'est la nature des mondes de Natsu. Et ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Le foreshadowing commence dès l'épisode 8, puisque la lullaby qualifie Natsu de monstre. Un autre, c'est que dans l'arc Aura Sensei, Hibiki parle à Lucy, Carla et Happy. Bah, Happy, en fait, il va s'inquiéter, il va se dire, mais du coup, parce que Natsu, à ce moment-là, est énervé, et il dit, mais si Natsu bascule du mauvais côté, et il fait la petite réflexion qui peut passer anodine, et qui peut ne pas être liée à ça aussi, qui fait, oui, bah Natsu énervé, en fait, c'est un Natsu habituel. Donc, il serait déjà un peu basculé du côté du mal, puisqu'il est comme ça naturellement. C'est un raisonnement qu'il faut se faire, qui peut ne rien avoir à voir, et c'est de la fabulation des fans, mais je me dis que ça peut rentrer dedans. Dans l'épisode 94, à l'arc des Edolas, à la fin de l'arc, plus précisément, Natsu, pour légitimer Miss Duggan, va se déguiser en un roi démon Natsu ou Dragnir, un truc comme ça. C'est très drôle. C'est hilarant. Enfin, hilarant, sans rire, hein, vous voyez que je rigole pas. De savoir qu'ils se déguisent en roi démon, sachant que c'est le premier démon du livre de Zélef. Que le gars c'est un démon en lui-même, Eterius Natsu Dragnir, END. Genre, Mashima s'est foutu de notre gueule depuis le début. Donc, ça montre, et Mashima sait très bien le faire, qu'il savait où Fairy Tail allait le mener, où était son point de fin. Il le savait depuis toujours. Et ça nous montre aussi que le foreshadowing est un moyen pour les auteurs de montrer qu'ils savent gérer leur œuvre, qu'ils savent jouer avec. Et c'est ça qui est super, parce que le foreshadowing, c'est un point génial pour ça. Enfin voilà ce qu'il nous apporte à cette vidéo, à la fin de cette vidéo surtout. Clairement j'aurais pu en faire une plus longue, mais je l'aurais fait, mais on va éviter. Mais si vous voulez un deuxième épisode, vous me le dites, parce que moi clairement je suis partante de ouf pour en faire un autre. Le foreshadowing, il y en a partout, dans tous les mangas. N'hésitez pas à me donner vos foreshadowing, si c'est ça je pourrais en faire une vidéo rien qu'avec vos foreshadowing à vous. Bien sûr je ferai mes recherches derrière. Mais donc du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aviez remarqué les foreshadowing que j'ai donné dans la vidéo. N'hésitez pas à me donner les vôtres aussi. Et puis bah... je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.